Petite voix off pour m'excuser de la qualité de l'image de la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai transféré les images vers mon PC. Du coup, pour la prochaine vidéo, ce sera réglé. Sur ce, bonne vidéo. Qui est Edmund Kemper? Edmund Emil Kemper est né le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie, aux États-Unis. Il était impressionnant par sa taille et par son poids, parce qu'il faisait 2,6 m pour 136 kg, et possédait un QI de 145. Pour vous situer, les personnes dont le QI est entre 90 et 110 ont une intelligence dite normale. Ils sont dans la moyenne. Ça représente 45 à 60% de la population. Donc on peut dire que le mec était un surdoué. Son père, Edmund Kemper Jr., était un ancien combattant du Pacifique. Après la guerre, il est devenu électricien. Il vivait aussi avec sa mère qui s'appelait Clarnès Strandberg. Et ils avaient aussi deux filles, Suzanne et Aline. En 1957, ses parents viennent à se séparer parce que plus rien ne va dans leur couple. Son père accuse même sa mère d'être une alcoolique. En 1961, donc 4 ans après leur séparation, ils vont divorcer officiellement. Sa mère souffre de problèmes psychologiques, elle avait tendance à frapper ses compagnons et elle va divorcer 3 fois. On peut pas dire que ça soit le meilleur environnement pour élever un enfant et Edmund va en souffrir. Sa relation avec sa sœur n'était pas ouf non plus. Suzanne, sa plus grande sœur, le battait et elle va même tenter de le tuer. Une fois en le poussant devant un train, une autre fois en le poussant dans la piscine où il va pas manquer de se noyer. Mais ça ne s'arrête pas là. Il vivait dans une maison dans le Montana qui n'était pas énormément grande et sa mère voulait pas que Edmund dorme avec ses sœurs car elle trouvait ça inconvenant. Elle l'a fait dormir dans la cave. Il dormait sur un grabat de pierre à côté de la chaudière, mais il était terrifié par les flammes de celle-ci. Plus tard, sa mère va décider d'envoyer Edmund vivre chez ses grands-parents paternels, Maud et Edmund Kemper Sr. Edmund va vivre alors cette chose comme un abandon de sa mère. Il a plaisir à torturer et décapiter les animaux domestiques du quartier. À 10 ans, il va enterrer un chat vivant puis le décapiter. Une fois mort, il va clouer sa tête. 3 ans plus tard, âgé alors de 13 ans, il va remettre ça, sauf que cette fois-ci, sa mère va le prendre. Elle va retrouver des morceaux de chat dans l'armoire que sa grande sœur Aline avait cachée. Nous sommes le 27 août 1964. Edmund fait ses études, tout se passe bien, il est alors âgé de 15 ans et il ne se fait pas remarquer. Mais durant la journée, alors que sa grand-mère est assise à la table de la cuisine, une dispute va éclater entre Edmund et sa grand-mère. Irrité, Edmund va alors s'emparer d'un fusil et il va tirer sur sa grand-mère. Il lui mettra une balle dans la tête, puis 2 balles dans le dos. Il lui infligera aussi plusieurs coups de couteau post-mortem. Et il ne va pas s'arrêter là. Quand son grand-père sera de retour, il lui mettra une balle dans la nuque, ce qui va le tuer sur le coup. On imagine bien les raisons qui l'ont poussé à tuer sa grand-mère, mais bizarrement, quand il se fera arrêter, il va déclarer aux policiers qu'il voulait juste savoir ce que ça faisait de tuer sa grand-mère. Pour son grand-père, il dira qu'il l'a tué par pitié parce qu'il voulait pas que son grand-père découvre le cadavre de sa femme. Le psychiatre Donald Lund, quant à lui, donnera une autre explication. Il dira qu'il s'est vengé du rejet de son père et de sa mère à sa manière. Il sera diagnostiqué comme schizophrène paranoïaque et envoyé à l'unité psychiatrique de l'hôpital Atascadero. À Atascadero, les psychiatres et les travailleurs sociaux qui suivent Edmund ne sont pas du tout d'accord avec les diagnostics précédents. Pour eux, Edmund ne souffre d'aucun symptôme de schizophrène paranoïaque. Il passera de nouveaux tests et il sera diagnostiqué d'un trouble de la personnalité de type passif-agressif. Durant son séjour à l'hôpital, Edmund se montrera comme un prisonnier modèle et est même formé pour administrer des tests psychiatriques à d'autres détenus. L'un des psychiatres déclarera même que Edmund est un très bon travailleur et que ce n'était pas du tout typique d'un sociopathe. Il était vraiment fier de son travail. Ed deviendra membre des Jaycees d'Atascadero et va déclarer qu'il a développé de nouveaux tests et de nouvelles échelles sur l'inventaire de personnalité multiphasique du Minnesota, le MMPI-2RF. Le 18 décembre 1969, il est alors âgé de 21 ans et Edmund se voit libéré, contre les recommandations des psychiatres de l'hôpital. Il sera libéré sous condition, mais il déclarera que sa capacité à comprendre le fonctionnement de ses tests lui a permis de manipuler les psychiatres. 145 de QI, je vous rappelle. À sa sortie, il va retourner vivre chez sa mère remariée, mais elle va finir par divorcer. Après sa sortie, Edmund va travailler quelques temps en tant qu'assistant administratif à l'université de Santa Cruz. Le 29 novembre 1972, son dossier de mineur tueur sera définitivement supprimé. Son psychiatre de probation notera dans son dernier rapport: Si je devais voir ce patient sans connaître ses antécédents, je penserais que nous avons affaire à un jeune homme très bien adapté, doté d'initiative, d'intelligence et exempt de toute maladie psychiatrique. À mon avis, il a très bien réagi aux années de traitement et de rééducation, et je ne vois aucune raison psychiatrique de le considérer comme un danger pour lui-même ni pour la société. J'estime qu'il est raisonnable d'exclure de manière définitive son registre des mineurs. Toujours chez sa mère, Big Ed, c'est son surnom, va commencer à fréquenter un collège communautaire et espère devenir agent de police, mais il sera rejeté au vu de sa taille.
Malgré ce rejet, Edmund va garder contact avec certains policiers de Santa Cruz et il aura l'habitude d'aller boire des verres avec eux dans un bar, le Jury Room. Pendant ce temps-là, les relations avec sa mère sont de plus en plus hostiles et toxiques. Il aura plusieurs petits jobs avant de trouver un poste au département des routes de l'État de Californie. Plus tard, il économisera assez d'argent pour aller vivre avec son ami à Alameda. Mais il va trouver qu'il n'est pas assez éloigné de sa mère car celle-ci n'arrête pas de l'appeler et lui faire des visites surprises. À ce moment-là, il va rencontrer une jeune fille du lycée Turlock âgée de 16 ans. Plus tard, elle deviendra sa fiancée. Au cours de cette année, Edmund va s'acheter une moto, mais il se fera percuter par une voiture. Il sera alors grièvement blessé au bras et il recevra un dédommagement de 15 000 $ lors du procès. Avec cet argent, Edmund va s'acheter une Ford Galaxy de 1969, celle qui ressemble le plus aux voitures banalisées de la police. C'est à ce moment-là qu'Edmund va remarquer que beaucoup de jeunes filles font de l'autostop. Et ça, c'est très important pour la suite. Edmund va alors commencer à stocker dans sa voiture des sacs plastiques, des couteaux, des couvertures et des menottes. Il va alors prendre des jeunes femmes qui font de l'autostop et les laisser partir ces fois-là. En tout, il y aura pas moins de 150 femmes qui passeront dans la voiture de Edmund sans savoir ce à quoi elles ont échappé. C'est durant cette année-là que Edmund va commencer à ressentir des pulsions sexuelles et d'homicide. Edmund va alors établir une liste de critères auxquels devront correspondre ses futures victimes. Le critère le plus important était qu'elles devaient faire partie d'une famille aisée. C'est ce qui va notamment sauver certaines filles d'atrocités. Edmund va alors se lancer dans une campagne meurtrière entre mai 1972 et avril 1973. Il va commencer par tuer 2 jeunes étudiantes et va terminer par les meurtres de sa mère et de sa meilleure amie. En 11 mois, il tuera 5 étudiantes. Cela m'a toujours étonné qu'elles aient continué à faire de l'autostop, même après la découverte des premiers corps. Elles me narguent du fait qu'elles s'octroient le droit d'agir comme bon leur semble. Cela me démontre que la société est aussi tordue que je le pense. C'est quelque chose qui me dérange. Elles se sentent en sécurité dans une société où moi je ne le suis pas. Le 7 mai 1972, alors qu'il roule en direction de Berkeley, il va prendre Mary-Ann Pesk et Anita Luchessa. Elles sont alors âgées de 18 ans et elles sont étudiantes. Elles font de l'autostop pour rejoindre l'université de Stanford. Edmund va alors rouler pendant 1 heure et rejoindre une zone boisée près d'Alameda. Aucune des 2 jeunes filles ne va remarquer qu'Edmund a changé de direction. Il va les violer, menotter Mary-Ann, enfermer dans le coffre Anita. Il va la poignarder et l'étrangler. Il tuera Mary-Ann de la même manière. Edmund va alors mettre les corps dans le coffre et va rouler en direction de son appartement. Il va alors se faire arrêter par un policier parce que son feu arrière est cassé. Le policier le laissera partir sans savoir qu'Edmund transporte 2 corps de jeunes filles mortes dans son coffre. Une fois à l'appartement, il aura des rapports sexuels avec les corps nus et les prendra en photo. Il va par la suite les démembrer et les mettre dans des sacs plastiques. Plus tard, on trouvera le crâne de Mary-Ann sur le mont Lima Prieta, mais aucune trace du reste de son corps, ni du corps d'Anita. Le 14 septembre 1972, Edmund fait monter dans sa voiture Aikoko, une jeune coréenne âgée alors de 15 ans. Toujours même mode opératoire, il se rend dans une zone éloignée et isolée, il viole et finit par la tuer. Il retourne dans son appartement, a de nouveaux rapports sexuels avec le cadavre, la démembre comme ses 2 victimes précédentes. Edmund fera une déclaration sur ses actes. Vous vous demandez peut-être ce que l'on ressent à faire l'amour avec un cadavre ou quelle impression on éprouve assis sur son divan à regarder 2 têtes coupées posées à vos côtés. La première fois, ça vous rend malade. Pour vous faire partager mon état d'esprit de l'époque, que croyez-vous que je pense lorsque je croise une jolie fille dans la rue? Une partie de moi se dit « Quelle chouette nana, j'aimerais lui parler et sortir avec elle ». Et l'autre moitié de moi pense « Je me demande à quoi ressemblerait sa tête enfoncée sur un pieu ». Le 7 janvier 1973, il tuera Cindy Schall à l'aide de son calibre 22. Le 5 février 1973, il tuera Rosaline Heather Trop et Allison Liu. Il aura des rapports sexuels avec les corps, puis les démembre. Il ne change pas de mode opératoire, toujours le même. Il tuera aussi sa mère et la meilleure amie de sa mère. Après ces meurtres, il prendra la direction de Pueblo dans le Colorado. En écoutant la radio, il remarque qu'il n'y a aucune nouvelle des meurtres. Il va alors s'arrêter, trouver une cabine téléphonique et appeler la police pour avouer ses meurtres. Mais la police ne va pas le prendre au sérieux et vont lui demander de rappeler plus tard. Il va alors retéléphoner et demander à parler à un officier qu'il connaît. Et il va lui faire savoir que le corps de sa mère et de sa meilleure amie l'attendent dans le placard chez elle. Il sera alors arrêté et durant sa garde à vue, il reconnaîtra les 6 meurtres des jeunes étudiantes. Durant le procès, Edmund sera inculpé de 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Durant sa détention, Edmund va tenter de se suicider 2 fois sans succès. Son procès débute le 23 octobre 1973, mais c'est seulement le 8 novembre 1973 qu'un jury composé de 12 personnes va se réunir durant 5 heures et va déclarer qu'Edmund est sain d'esprit et qu'il est coupable de tous les meurtres. Durant son incarcération, Edmund va participer à plusieurs interviews qui vont contribuer à la compréhension de l'esprit des tueurs en série. Clap de fin pour l'ogre de Santa Cruz.